Il est 20h30 à Kinshasa et 1 heure de plus à l'est du pays, l'heure à laquelle nous avons choisi pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Rapidement, je vous donne les détails de ce journal. Le gouvernement congolais, l'entreprise TIRC Souma, signé 2 contrats dans le domaine des infrastructures. Présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, cette réunion de signature de 2 contrats entre les 2 partenaires pour la construction de 2 infrastructures, à savoir un aréna multifonctionnel de 20 000 places assises et un centre d'exposition de près de 21 000 mètres carrés. Les opportunités qu'offre le secteur minier en RDC, vivier de l'économie nationale, l'application des codes et règlements miniers, la situation sécuritaire dans les provinces minières ainsi que le partenariat gagnant-gagnant entre les 2 pays dans le domaine de mines était au centre des échanges entre le ministre de Mines, Antoinette Chamba, et Sophia Wilka King, chargée d'affaires de l'ambassade de la Grande-Bretagne en RDC. Le lycée Boucha de Lucha est à ces jours menacé de destruction suite à l'exploitation minière aux alentours du lycée par les Chinois. Les conditions d'apprentissage se dégradent de plus en plus et les élus du dit lycée étaient sur la rue pour alerter les autorités. Le mémorandum était déposé à l'archidiocèse provincial d'Yokata. Le gouvernement congolais et l'entreprise TIRC Souma ont signé des contrats dans le domaine des infrastructures présidés par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Cette cérémonie de signature de contrats entre 2 partenaires pour la construction de 2 infrastructures, à savoir un aréna multifonctionnel plutôt de 20 000 places assises et puis un centre d'exposition et près de 21 000 mètres carrés. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a présidé à la primature la cérémonie de signature entre le gouvernement congolais et l'entreprise turque Souma de 2 contrats dans le domaine des infrastructures. Cette cérémonie de signature des contrats entre les 2 partenaires pour la construction des infrastructures, à savoir un aréna multifonctionnel de 20 000 places assises au centre-ville de Kinshasa, précisément à côté du stade de Martyrs, et le second au niveau de la Fikine comprendra un centre d'exposition de près de 21 000 mètres carrés. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une dizaine de personnes, entre autres le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, du ministre des Finances, du ministre du Commerce extérieur, et aussi la présence du ministre du Sport et Loisirs, Serge Condé, de quelques membres du cabinet du Premier ministre et des délégués de la présidence de la République, ainsi que de directeurs généraux des entreprises Suma, Kambov Mining, Gécamine et plusieurs experts membres de la délégation. Selon Selim Boura, son entreprise réalisera les travaux de construction de ces 2 grandes infrastructures qu'elle a déjà réalisé un aréna à Dakar. Nous avons signé aujourd'hui 2 contrats. Il s'agit de 2 infrastructures importantes. L'un, c'est un aréna multifonctionnel de 20 000 places au centre-ville, à côté du stade de Martyrs. Et l'autre, c'est au niveau de Fikine, un centre d'exposition à peu près 21 000 mètres carrés. Oui, en fait, l'aréna, c'est un complexe multisportif où on peut faire des jeux de différentes tailles et complexités, et également pour les autres activités comme les concerts et puis après les événements et autres. Donc c'est un complexe multifonctionnel. Nous avons déjà réalisé un aréna à Dakar avec 15 000 places de capacité, et l'autre à Kigali, aréna de Kigali avec 10 000 places de capacité. Donc celle de Kinshasa sera la plus grande et puis à mon avis sera le plus beau parmi les autres arénas que nous avons construits. Donc on est heureux et on attend pour le démarrage. Le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalukonde, a émis le vœu de voir ces travaux de construction de 2 arénas finir dans les délais. Pour sa part,
Toujours dans les couloirs de la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu dans son cabinet de travail le caucus de députés nationaux et sénateurs de la communauté Hutu conduit par l'honorable député Gilles Mugirezena Ndiyeya le jeudi 7 juillet 2022. La situation sécuritaire dans la partie orientale déchirée par la guerre imposée par le Rwanda sous couvert des terroristes M23 était au menu de leur échange. Regardez. Au cours de cette audience, les élus Hutus ont partagé avec le chef du gouvernement leurs préoccupations sur la situation sécuritaire du pays, notamment dans sa partie orientale déchirée par la guerre imposée par le Rwanda sous couvert des terroristes M23. Pour Gilles Mugiraneza Ndizeye, la situation reste précaire, la population est dans la souffrance. Nous avions des préoccupations que nous avons voulu partager avec le Premier ministre et qui tournent essentiellement autour de la situation sécuritaire qui prévaut toujours à Rutshuru. Vous le savez vous-même que la situation reste précaire, la population est en souffrance. Nous avons suffisamment échangé avec lui en lui mettant le vœu de voir son gouvernement agir beaucoup plus efficacement pour que la paix et la sécurité reviennent dans cette partie de cette population. Et nous avons également évoqué le fait qu'il y a des populations qui se sont déplacées vers les pays voisins en Ouganda, qui sont sans aucune assistance. Il faut aussi que le gouvernement voit dans quelle mesure il faut assister cette population. Comme élus, nous n'avons pas pu terminer sans échanger sur les questions de développement concernant nos circonscriptions respectives. Il ne faut pas que l'insécurité ou la guerre fasse oublier que nous avons besoin de développement dans nos bases, particulièrement concernant le projet de 145 territoires. Le Premier ministre a eu l'occasion de nous donner les détails de comment ça va s'exécuter et nous a rassuré que nos circonscriptions ne seront pas oubliées. Voilà la quintessence de notre rencontre, notre échange avec le Premier ministre aujourd'hui. Par ailleurs, les députés ont échangé avec le chef du gouvernement sur la question du développement de leur circonscription, notamment le projet des 145 territoires. Le Premier ministre Sama Lukonde leur a fourni plus de détails sur l'exécution de ces projets qui visent le développement à la base. Le caucus des députés nationaux et sénateurs Hutus souhaite que leur circonscription ne soit pas oubliée dans ces projets de 145 territoires. Le ministre des Finances a présidé une importante réunion essentielle consacrée à l'évaluation du niveau des recettes durant le premier semestre 2022 et à la définition des stratégies pour le second semestre de la même année. En ce qui concerne le premier semestre, la situation des recettes est satisfaisante au regard de performances réalisées. Les recettes mobilisées s'élèvent à 9 milliards de dollars, soit 136% par rapport aux assignations du semestre évaluées à 7 milliards de dollars. Regardez. Nicolas Kazadi a présidé la réunion mensuelle de mobilisation des recettes avec les régies financières essentiellement consacrées à l'évaluation du niveau des recettes durant le premier semestre 2022 et à la définition des stratégies pour les seconds semestres de la même année. À ces jours, ces recettes sont à 66% par rapport aux prévisions annuelles fixées à 14 milliards 790,7 000 francs congolais par le Parlement. Ces recettes se répartissent de la manière suivante selon les régies financières. DGDIA 1 669 000 francs congolais, soit 78% sur les prévisions semestrielles de 2 169 000,7 000 francs congolais. DGI 6 442 000 francs congolais, soit 180% sur les prévisions semestrielles de 3 581,7 000 francs congolais. DGRAD 1 576 000 francs congolais, soit 113% sur les prévisions semestrielles de 1 394,8 000 francs congolais. Ce chiffre confirme la tendance haussière des recettes car il se constate clairement une augmentation de 80%, soit
4 milliards 296,4 000 francs congolais, soit plus de 2 milliards de dollars américains, à comparant à celle réalisée au premier semestre 2021 qui s'est située à 5 milliards 402,4 000 francs congolais. Oui, on a tenu une réunion sous l'autorité des ministres des Finances en ce qui concerne la mobilisation des recettes. Et spécialement pour le mois de juin qui vient de terminer. Dans l'ensemble, pour les 3 régies financières, on a réalisé un taux de 136%. Voilà pourquoi, lors de la réunion, Son Excellence nous a félicités pour cette réalisation. Et il est aussi vrai, tel que nous voyons l'évolution des choses, que d'ici la fin de l'année, nous aurons à garder ces comportements. Les prévisions seront vraiment dépassées. Il y a aussi un problème de super profit que nous sommes en train de régulariser. Et il est vrai aussi que cet impôt-là pourra aussi donner beaucoup en ce qui concerne les moyens que nous aurons donnés au gouvernement pour faire sa politique. Globalement, toutes les régies ont rehaussé leur niveau des recettes par rapport au premier semestre de l'année passée, et c'est dans un contexte de stabilité du taux de change se situant à 109% pour la DGI, 53% à la DGRAD et 30% à la DGDIA. En plus, les participants ont été informés de l'évolution des travaux préparatoires de la réforme visant l'instauration du paiement des recettes par des canaux digitaux. Les taux de commission informatique et juridique tenus ces 5 au 6 juillet avec toutes les banques, la CADECO, les établissements de monnaie électronique et les régies financières et la Banque centrale du Congo ont abouti aux conclusions satisfaisantes. Les opportunités qu'offre le secteur minier en République démocratique du Congo, vivier de l'économie nationale, l'application du code de règlement minier, la situation sécuritaire dans les provinces minières ainsi que le partenariat gagnant-gagnant entre le pays dont le domaine de mine a été au centre des échanges entre la ministre de Mines Antoinette Ntsamba et Sophia Willik King, chargée d'affaires de l'ambassade de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Suivez. Plusieurs questions ont été abordées ce jeudi 7 juillet au cours des échanges entre la ministre de Mines Antoinette Ntsamba Kalambai et la chargée d'affaires de l'ambassade de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, Sophia Willik King, à savoir les opportunités qu'offre le secteur minier en RDC, vivier de l'économie nationale, l'application du code et règlement minier ainsi que la situation sécuritaire dans les provinces minières. Le secteur des mines, c'est très important pour la RDC, pour l'économie de la RDC et aussi pour le futur. Et pour cette raison, j'ai parlé avec le ministre sur le sujet de les opportunités dans ce pays magnifique, les opportunités de plusieurs minéraux, mais aussi le partenariat des entreprises britanniques avec les autorités congolaises pour exploiter les minéraux dans une manière qui est vraiment, comme le ministre a dit, c'est quelque chose qui gagne pour tout le monde, pour les entreprises britanniques, mais aussi pour la RDC. Et nous sommes très intéressés de comprendre les efforts de le gouvernement en matière de la code minier et aussi en matière de le danger de corruption dans le secteur de mines qui vraiment est contre les intérêts du peuple congolais. À en croire la diplomate britannique, la question sécuritaire est très importante dans la mesure où elle rassure les investisseurs britanniques attirés par le secteur minier congolais. Il y a un peu d'inquiétude sur les questions de lesquelles j'ai parlé, c'est-à-dire de l'application de le code minier, les questions de corruption, mais aussi malheureusement les questions de sécurité ici. Mais j'espère en futur, si nous travaillons avec
avec le gouvernement de l'RDC, si nous les accompagnons dans un effort d'avoir un dialogue très ouvert, nous pouvons trouver une façon de rassurer les entreprises britanniques qu'il y a vraiment des opportunités ici. Pour sa part, la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambaye, a rassuré la chargée d'affaires britannique quant aux avancées significatives enregistrées dans la lutte contre la fraude minière et dans le respect du code et règlement minier. Parlons de la sécurité à présent, encore de morts à Béni. Plus précisément dans la cité de Loumé, dans la nuit du jeudi à vendredi, un groupe de Maïmaï Ira qui ont fait inscription dans cette cité ont incendié le centre hospitalier en causant 13 morts. L'enquête se poursuit pour déterminer le nombre de morts enregistrés le jeudi soir. Le capitaine Anthony Moualouchaï nous éclaire sur ces sujets. C'était dans la nuit d'hier à ce jeudi où un groupe de Maïmaï dénommé Maïmaï Ira a fait incursion dans la cité de Lomé. Et d'abord, ils se sont attaqués à un centre de santé où ils ont trouvé les patients qui étaient internés là-bas. Ils se sont attaqués aux patients et ils ont tué 4 patients qui étaient là-bas, incendié le centre de santé. Malheureusement, les forces de l'ordre n'étaient pas sur place parce qu'on était en patrouille du côté Mutanga. Et arrivé sur le terrain de nos renforts, nous avons trouvé une sorte de carnage réalisé par ce mouvement commandé par un certain Kambale alias Dido, qui depuis un certain moment a signé des contrats avec les terroristes ADF-MTM dans cette zone. Vous êtes sans ignorer que les ADF sont sous pression des forces armées de la République démocratique du Congo. Et maintenant, les terroristes commencent à faire des alliances avec les jeunes dans plusieurs agglomérations. Nous avons des renseignements sûrs parce que pendant notre riposte, nous avons réussi à neutraliser non seulement 3 éléments de ces mouvements, mais aussi capturer un qui nous a en train de témoigner toutes ces informations auprès de nos services spécialisés. Donc, pour vous dire que l'ennemi est en train d'élargir ses réseaux des collaborateurs et des gens, des mouvements de pression, j'allais dire des mouvements rebelles qui continuent à commettre des actions sous les labels des ADF. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Chéribin Okende, a pris part le vendredi 8 juillet 2022 à la réunion ordinaire du Conseil de ministres de l'autorité de coordination des transits et des transports du corridor nord à Mombasa au Kenya. Images et commentaires. Cette organisation sous-régionale du secteur des transports qui réunit 6 pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et le Soudan du Sud, a vu le ministre membre prendre plusieurs résolutions au cours de cette réunion ordinaire. Dans son discours, le ministre congolais de Transport, Chéribin Okende Senga, a rappelé que le président de la République, Félix Tshisekedi, souligne la pertinence des objectifs assignés à cette organisation. Il souligne la pertinence des objectifs assignés à notre organisation, à savoir la facilitation du commerce, la circulation aisée des biens et des personnes, les questions de sécurité sur les routes du corridor nord, la réduction des coûts de transport entre le port de Mombasa et nos pays respectifs, la transformation de ce corridor de transport en corridor économique et de développement, la réduction du temps de passage à nos frontières et la mise en place de projets d'intégration régionale et de désenclavement de nos territoires. Aussi, le chef de l'État congolais tient à nous faire observer que sans la paix, les objectifs ci-dessus ne pourraient être atteints. La République démocratique du Congo, le Soudan du Sud et l'Ouganda, qui sont en avance à ce qui concerne les cotisations, ont suggéré que ces surplus soient logés dans un compte spécial aux fins besoin des infrastructures de transport dans leurs pays respectifs. La 34e réunion ordinaire a également lancé le plan stratégique quinquennal de l'organisation pour l'exercice 2022-2026 et le portefeuille d'information commerciale de l'organisation.
Le lycée Boucha de Lusha est à ce jour menacé de destruction suite à l'exploitation minière aux alentours du lycée par le Chinois. Les conditions d'apprentissage se dégradent de plus en plus et les élèves du lycée étaient dans la rue pour alerter les autorités. Un mémorandum a été déposé à l'archidiocèse provinciale du Haut-Katanga. Regardez. Elles en ont marre des mauvaises conditions dans lesquelles elles étudient désormais au lycée Lubusha de Luisha, situé à plus ou moins 90 km de Lubumbashi. Non seulement les activités minières aux alentours détériorent les conditions de vie de ces jeunes lycéennes, mais aussi la construction du lycée même est de plus en plus menacée de destruction. Nous sommes ici pour un cri d'alarme, c'est un chaos pour nous. Premièrement, d'abord, c'est concernant la manière dont nous sommes en train de vivre. On ne vit pas bien. Premièrement, d'abord, il y a la déforestation. Il y a des maisons, des inondations qui se détruisent. Nos champs, nos mers sont en train de se détruire. Alors on ne vit pas bien. Il y a des fissures partout sur notre bâtiment. Aujourd'hui ou demain, ça peut tomber sur nous. Et qu'est-ce que nous deviendrons? Depuis qu'ils ont envahi notre lycée, notre environnement là, la vie n'est pas bonne. La vie n'est pas bonne du tout. Nous sommes donc du genre... Nous sommes exposés à des explosions chaque jour, ce qui crée la destruction de nos bâtiments. Donc, le séisme est parti par là. C'est un peu bizarre. Devant les autorités provinciales, que ce soit au gouvernement ou à l'Assemblée provinciale, ces apprenants n'exigent qu'une seule chose, le départ immédiat des entreprises chinoises exploitant dans leur milieu éducatif. Nous demandons les renvois immédiats, aujourd'hui même, qu'on puisse les renvoyer parce que nous souffrons beaucoup. Nous demandons aux autorités, au gouvernement, au président de la République de nous aider face à cette situation. Parce que c'est un chaos pour nous. Il y a nos familles, nos frères et sœurs, en tant que jeunes, pour notre pays, notre Congo. C'est le paradis sur terre. Alors nous plaidons vraiment. Et nous allons résoudre les problèmes. Nous sommes là pour résoudre les problèmes. Félicitations d'avoir acceptez d'abord de venir ici et venir nous exposer votre problème. Et nous allons trouver une solution dans l'immédiat. Parce que pour vous les élèves, votre travail c'est étudier. Étudier dans de meilleures conditions, étudier sans être dérangé, afin que vous puissiez aussi bâtir votre avenir. Encadrés par l'archidiocèse de Lubumbashi, ces élèves ont été rejointes par leurs amis de Lubumbashi issus de quelques écoles catholiques. C'est par le dépôt de leur mémo à l'Assemblée provinciale qu'ils ont fini leur manifestation de colère. Cri d'alarme, situation du lycée Lubusha, adressé à son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga à Lubumbashi. Excellence, nous venons auprès de votre autorité pour vous présenter la situation dégradante du lycée Lubusha et les risques d'effondrement auxquels sont soumis ces bâtiments au quotidien, et ce, des suites de l'exploitation minière par les entreprises Excellent Minerals, SAR et Comilou, sociétés à capitaux majoritairement chinois. Ces jeunes élèves sont repartis à Luisha avec espoir de voir leur établissement être sauvé par l'autorité compétente dans un bref délai. Chitons avec cette information, le centre d'accueil Caritas dans la commune de la Gombe a servi de cadre pour la 14e assemblée plénière ordinaire de l'association de conférences épiscopales d'Afrique centrale qui regroupe les églises de 3 pays de la région des Grands Lacs. Une réunion statutaire qui intervient chaque 3 ans dans l'objectif de passer en revue la situation sociale pastorale de la région. Images et commentaires. Merci. Il s'agit de la 14e assemblée plénière ordinaire de la CEAC. La CEAC, c'est l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale qui regroupe les églises des 3 pays de la région des Grands Lacs, à savoir le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc c'est une réunion statutaire qui se tient selon les statuts
qui se tient tous les 3 ans. La dernière a eu lieu ici à Kinshasa en 2019 et celle-ci, elle devait naturellement intervenir dans le cadre de la visite du pape. Quoique cette visite soit reportée, elle se maintient dans cette même effervescence. C'est comme ça que vous voyez tous ces évêques qui viennent des 65 diocèses. Nous en avons 48 au Congo, 9 au Rwanda et 8 au Burundi. Les évêques ont l'habitude de commencer par implorer l'Esprit Saint, qu'il puisse les éclairer. C'est vraiment le premier point de la rencontre. Et ils vont échanger sur la situation socio-pastorale dans la région. Chaque conférence va présenter son paysage socio-pastoral qui inclut les phénomènes sociaux, politiques et ecclésiaux. Et puis ils vont écouter les rapports des différentes commissions en commençant par celui du secrétariat général et puis les commissions statutaires, commission justice et paix, commission Caritas ACEAC, mais il y a aussi l'Institut supérieur pour la paix et la réconciliation basé à Bukavu qui a été mis en place depuis 2011 et qui est un outil de vulgarisation de la paix dans la région. Mais ils auront aussi à faire une méditation. Ils vont réfléchir, méditer, approfondir l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, tous frères, parce que comme vous le savez, la région, mais ça tombe bien, c'est pas pour ça que l'intitulé a été arrêté, mais ça coïncide avec cette turbulence dans la région, qu'on réfléchisse sur le sens chrétien d'être frère. Donc l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères, nous interpelle à savoir comment nous pouvons répandre une fraternité, non seulement sacramentelle, mais aussi une fraternité universelle. Donc cette méditation sera conduite par un invité qu'ils ont voulu avoir au cours de cette rencontre, Monseigneur Guy Arpigny, évêque du diocèse de Tournai en Belgique. Merci, vous savez, je connais ces rencontres depuis longtemps. Et même quand il y avait des conflits entre nos pays, nous nous sommes toujours rencontrés. Ces rencontres sont pour moi très importantes. Elles signifient que la fraternité, l'amour que nous devons avoir entre nous, eh bien, sont supérieurs à tout ce qui peut diviser les hommes, sont supérieurs à tous les conflits qui peuvent exister. Et nous nous connaissons bien, nous nous rencontrons souvent, ce qui fait que ce sont aussi des rencontres agréables, ce sont des rencontres où nous sommes heureux, où nous sommes contents de nous revoir. Vous savez, tous nos pays sont, je n'ose pas dire composites, ce sont nous avons des séquelles de la colonisation. La composition de ces pays qui fait qu'il y a des populations du même groupe des deux côtés, que ce soit du côté rwandais, que ce soit vers l'Angola ou dans d'autres régions. Ce journal est fini, mais j'aimerais rappeler le principal titre. Le gouvernement congolais et l'entreprise TIRC Souma signé des contrats dans le domaine des infrastructures. Présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, cette réunion de signature de 2 contrats entre les 2 partenaires pour la construction de 2 infrastructures, à savoir un aréa multifonctionnaire de 20 000 places assises et un centre d'exposition de près de 21 000 mètres carrés. Les opportunités qu'offre le secteur minier en RDC, vivier de l'économie nationale, l'application de codes et règlements miniers, la situation sécuritaire dans les provinces minières ainsi que le partenariat gagnant-gagnant entre les 2 pays dans le domaine de mines était au centre des échanges entre un ministre de mines, Antoinette Chamba, et Sophia Wilka King, chargée d'affaires de l'ambassade de la Grande-Bretagne en RDC. Le lycée Boucha de Lucha est à ces jours menacé de destruction suite à l'exploitation minière aux alentours du lycée par les Chinois. Les conditions d'apprentissage se dégradent de plus en plus et les élus du dit lycée étaient sur la rue pour alerter les autorités. Le mémorandum était déposé à l'archidiocèse provincial d'Iokata. Ce journal est terminé, mais entre-temps, continuez à suivre nos programmes. Bon début de week-end chez vous. Au revoir.